15 contes en français. Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois dans le lointain pays du côté où le soleil se lève, une veuve qui avait un fils du nom d'Aladin. Ils étaient très pauvres et pendant que sa mère s'éreintait au travail, Aladin passait son temps à vagabonder dans les rues du village. Un après-midi, alors qu'il était sur la place du village, un mystérieux étranger s'approcha de lui. « Bonjour mon garçon, aimerais-tu gagner beaucoup d'argent ? 100 roupies. Oh oui monsieur, je ferai n'importe quoi pour ramener autant d'argent à ma mère. Alors écoute Aladin, il te suffira de passer par une trappe trop petite pour moi et me rapporter une vieille lampe. » Aladin suivit donc l'homme jusqu'à un endroit très éloigné du village. L'homme retira l'anneau qu'il portait au doigt et le tendit à Aladin. « Mais cet anneau, il te protégera du danger. » Ils soulevèrent une grosse pierre et le garçon svelte et agile se faufila dans la grotte. Tout en bas, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de coffres, de jarres en or qui débordaient de bijoux, de grandes coupes pleines de diamants et de perles de nacre. Un trésor immense. Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait « La lampe, Aladin! Apporte-moi la lampe !» Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe à huile posée. Aladin prit la lampe et se dirigea lentement vers la sortie. « Vas-tu te dépêcher? Donne-moi la lampe !» reprit l'homme. « D'abord, aide-moi à sortir !» répondit Aladin. « Donne-moi d'abord la lampe !» hurla l'étranger. Aladin restait stoïque, la lampe entre les mains. « Bon, eh bien, puisque tu t'y plais tant, reste ici pour l'éternité !» Et de rage, l'homme fit rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture. Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait de chagrin et de désespoir. Soudain, l'anneau qu'il avait dans sa poche se mit à briller. Une imposante créature bleue apparut. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix fit trembler la caverne. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et j'obéirai. »« Je veux rentrer chez moi, » murmura Aladin. Aussitôt, Aladin se trouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vieille lampe. Alors, tout en l'écoutant, elle astiquait la lampe pour la nettoyer et la revendre au marché. Quand elle eut frotté, il en sortit de la lampe un autre génie, beaucoup plus terrifiant que celui de l'anneau. « Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. » À partir de ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quels que fussent leurs désirs, le génie les exauçait sur le champ. Ils devinrent même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. Un beau matin, au marché, Aladin croisa la fille du sultan. Il en tomba fou amoureux. Le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladin et la princesse s'en allèrent habiter un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit. Un jour que la princesse était seule au palais, un étrange marchand s'arrêta sous sa fenêtre. « Princesse, j'échange vos vieilles lampes contre des neuves !» criait-il. La princesse le prit pour un fou. Mais comme il insistait et qu'elle ignorait le secret du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand. Aussitôt entre les mains, le magicien frotta la lampe et sous le regard effrayé de la princesse fit apparaître le génie. « Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m'obéir en tout. » Puis le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse et le palais dans un pays très lointain au-delà des mers. La disparition de sa dulcinée plongea Aladin dans une grande tristesse. Le sultan, voyant que le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l'on jette Aladin dans un cachot. « Attendez, non, non !» Dans le sombre cachot, en se tordant les mains de désespoir, Aladin se souvint de l'anneau qu'il avait dans la poche. Une fois encore, il eut recours au génie de l'anneau. « Génie, emmène-moi où se trouve ma bien-aimée. Je ne peux vivre sans elle. » En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui, la princesse préparait le repas du magicien. « Vite, mon amour, prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien. Aie confiance en moi. » Ainsi, on entendit bientôt les ronflements du mauvais
magicien vaincu par les somnifères. Toute la ville célébra le retour d'Aladin et de la princesse par de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut chassé du royaume et l'on n'entendit plus jamais parler de lui. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Anatole le panda bricoleur. Il était une fois un panda nommé Anatole qui était garagiste de son village. Anatole était très aimé par la population et il adorait son métier. Un beau jour, son ami prénommé Charles lui amena sa voiture à réparer. Celui-ci en profita pour l'inviter à une soirée entre copains qui se tiendrait prochainement. Mais malheureusement, Anatole déclina l'invitation. Il avait un projet et énormément de travail. En effet, arrivé aussitôt en fin de journée, Anatole ferma le garage et partit en direction de sa maison en construction. Il travaillait d'arrache-pied et jusque tard le soir. Une fois rentré chez lui, il mangeait rapidement devant la télévision avant de bouquiner sur son projet. Grâce au livre, sa maison serait bientôt construite. Il en était sûr. Et quelques semaines plus tard, son ami Charles vint récupérer sa voiture, qui était comme neuve. Il l'avait réparée et nettoyée. Charles en profita pour raconter son dernier voyage. Quelques jours auparavant, il avait pris l'avion. Voler au-dessus des nuages était incroyable. Puis, il avait atterri à Rome, où il avait visité le Colisée, cet immense amphithéâtre romain. Quelle splendeur! Il faisait si chaud lors de son séjour qu'il avait bien profité de la piscine de l'hôtel. Un vrai régal. Et lorsque Charles reprit sa voiture et s'en alla, il eut un moment de doute. Sa maison à construire lui prenait énormément de temps. Mais il aurait bientôt la satisfaction de pouvoir emménager dans sa grande demeure construite de ses mains. Une fois le garage fermé, il s'empressa de sauter dans son camion pour aller couper du bois en forêt. Il lui en faudrait davantage pour finir sa maison. Il empila les troncs d'arbres dans la benne de son camion et se mit en route. Et lorsqu'il rentra chez lui, il fila directement à son atelier. Il lui fallait aussi construire de beaux meubles en bois. Grâce aux nombreux livres qu'il avait lus, il pouvait reproduire de très belles armoires, bibliothèques et même objets de décoration. La journée fut encore longue et éprouvante. Il alla se coucher épuisé mais tellement fier de lui. Et quelques jours plus tard, il se leva si heureux. Il avait fini de construire sa maison et pouvait désormais y emménager. Quel beau travail! Elle était magnifique et construite par lui-même. Alors qu'il prenait son café en terrasse, on sonna à la porte. Lorsqu'il ouvrit, il fut enchanté de voir son ami Charles admirer son travail. Il le félicita, sa maison était superbe. Anatole réalisa alors que les travaux étaient enfin finis. Il pourrait ainsi organiser une grande fête avec tous ses amis. Lorsqu'il referma la porte, il se mit sur son ordinateur et envoya les premières invitations. Et le jour J arriva. La fête battait son plein. Tous ses amis avaient fait le déplacement et étaient présents pour le féliciter pour sa patience, son travail et sa détermination.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui vivait avec une méchante femme. Elle avait 2 filles qui ressemblaient terriblement à leur mère. Le gentilhomme avait de son côté une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans limite. La belle-mère chargeait sa pauvre belle-fille des tâches de la maison, nettoyage, vaisselle et repas. Cette pauvre fille couchait même au grenier, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres confortables. Et lorsqu'elle avait fini son travail, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir près des cendres, ce qui faisait qu'on l'appela Cendrillon. Un jour, le fils du roi envoya un courrier à toutes les jeunes filles du pays pour les convier à un bal. Les 2 sœurs étaient surexcitées à l'idée d'y rencontrer le prince. Cendrillon eut une lueur d'espoir d'y participer, mais sa belle-mère la ravisa aussitôt. « Il y a bien trop de ménage à faire à la maison. Tu resteras ici à nous attendre. » Et le jour du bal arriva. Elles partirent toutes 3 et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Et lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien aller au bal, marraine. »« Dans ce cas, je t'y ferai aller. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir une citrouille et la porta à sa marraine. Celle-ci la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en beau carrosse. Ensuite, elle trouva 3 souris et d'un coup de baguette, les souris étaient aussitôt changées en beaux chevaux et un cocher. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien voilà de quoi aller au bal ?» Mais Cendrillon regarda ses vilains habits. Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et ses habits furent changés en une belle robe la plus jolie du monde. « Avant toute chose, ne dépasse pas minuit, » dit sa marraine. Cendrillon monta en carrosse et elle partit. Le fils du roi vit arriver au bal une belle princesse que personne ne connaissait. Il la trouvait divinement belle. Cendrillon était si heureuse d'être ici. Lorsque soudainement, elle entendit sonner minuit. Elle s'en alla le plus vite qu'elle put. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles que le prince ramassa. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse et avec ses vieux habits. Et quelques heures plus tard, les 2 sœurs ouvrirent la porte. « Je tombe de sommeil. Si tu étais venue au bal, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. » Cendrillon leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas et que le fils du roi était fort en peine, qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier qu'il épouserait celle dont le pied serait juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses et à toute la cour. En vain, on l'apporta chez les 2 sœurs, mais il leur était impossible de faire rentrer leurs pieds dans la pantoufle. Cendrillon, qui les regardait, dit alors « Puis-je l'essayer ?» Ces 2 sœurs se mirent à rire et se moquer d'elle. Le gentilhomme fit asseoir Cendrillon, lui enfila la pantoufle, elle y rentrait sans peine. L'étonnement des 2 sœurs fut grand. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir une belle robe. Alors ces 2 sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon leur pardonna de bon cœur. On la mena chez le prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon était désormais heureuse et aimée de son tendre mari.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Charlie fête Halloween. Il était une fois un petit garçon nommé Charlie. Charlie était écolier et il était aujourd'hui très excité à l'idée de fêter Halloween. La sonnerie retentit enfin, signifiant la fin de la journée. Il s'empressa de sortir de classe avec son ami Théo et ils rentrèrent tous deux chez eux pour préparer les festivités avec leurs parents respectifs. Charlie arriva enfin chez lui. Il rejoignit ses parents dans la cuisine. Sa maman concoctait un bon gâteau, alors que son papa l'attendait pour une activité bien particulière, la découpe de la citrouille. Ensemble, ils lui façonnèrent une bouche et 2 yeux. Puis, ils se dirigèrent dans le salon. Charlie fut surpris d'y trouver un énorme carton qu'il fut autorisé à ouvrir. Un déguisement d'Halloween. Il enfila sa tenue de tigre et était tellement content. Il allait pouvoir faire la tournée des maisons du quartier en quête de bonbons avec son ami Théo. Celui-ci l'attendait justement devant chez lui. Quel magnifique costume de fantôme il portait là! Les 2 amis s'empressèrent de commencer le porte-à-porte dans le voisinage. Ils frappèrent à la première maison. Des bonbons ou un sort? La voisine était très amusée. Elle leur remit une tonne de bonbons et 2 glaces à la fraise. Ils continuèrent leur tournée mais n'avaient qu'une idée en tête, déguster leurs glaces dans le parc d'à côté. Les voici tous deux en train de savourer leurs friandises. Lorsque tout à coup, ils entendirent du bruit. Une chauve-souris! Surpris, ils en firent tomber leur glace et ils décidèrent de la suivre. Elle les mena jusqu'à un manoir. Il était divinement bien décoré. Théo en eut même un peu la frousse. Mais Charlie était excité à l'idée d'en découvrir un peu plus. Il s'avança jusqu'à la porte de la demeure. Lorsque Théo arriva devant la porte, Charlie était déjà à l'intérieur. Le décor était si bien fait que l'angoisse monta et il passa la porte. Lorsqu'il arriva, Charlie était tranquillement attablé dans la cuisine. Il y avait là tout plein de mets, friandises et desserts, et la maison semblait vide. Théo, si tenté, prit place sur une chaise et se servit. Ils entendirent brusquement la porte claquer et des pas s'avancer. Pris de panique, les 2 amis se dirigèrent en vitesse vers la chambre. Difficile de se cacher dans cette pièce. Ils prirent place dans l'armoire et refermèrent la porte. Les pas s'approchaient peu à peu de leur cachette. Et soudainement, la porte s'ouvrit. Un squelette! Mais très rapidement, celui-ci ôta son masque. C'était un petit garçon. Il s'appelait Marc. Il ne fallut pas longtemps aux 3 compères pour se lier d'amitié. Théo, Charlie et Marc jouaient à présent dans le jardin du manoir. Le temps passa si vite qu'il fut le moment de rentrer. Les 2 amis remercièrent leurs nouveaux camarades pour cette belle soirée et ils s'en allèrent. Une fois à la maison, Charlie se mit au lit. Il raconta à ses parents leur fameuse rencontre et leur fabuleux chasse aux bonbons. Charlie s'endormit plein de rêves et tout excité à l'idée de faire à nouveau Halloween avec ses amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
Hervé le raton prisonnier. Il était une fois un raton laveur nommé Hervé. Celui-ci avait fort volé et il avait été placé à la prison de l'Ogre d'Or, un bâtiment hautement surveillé. Hervé passait ses journées en cellule, à contempler le plafond. Mais un beau jour, ses yeux se posèrent au sol et il aperçut un petit trou dans le parquet que ses amis les souris avaient grignoté. La sonnerie retentit. Il était l'heure d'aller manger à la cantine de la prison. Il sortit de sa cellule, escorté par un policier. Il mangea son repas sans même prendre le temps de s'asseoir. Il était bien décidé à y retourner. Et lorsque la porte se referma, il sortit de sa poche une cuillère qu'il avait discrètement dérobée au réfectoire. Une idée lui était venue. Il s'en servirait pour creuser le sol et ainsi agrandir le trou. Il se mit aussitôt au travail. Et lorsque le trou fut assez grand, il se jeta dedans. Le trou creusé menait à la salle de repos où des policiers circulaient. Il arriva ainsi dans cette pièce et se mit à courir en direction de la sortie. L'alarme se mit en marche, annonçant aux policiers qu'une évasion était en train d'avoir lieu. Mais Hervé le raton avait échappé à la surveillance des gardes et il était désormais dehors. Il entra dans une boulangerie pour y prendre un croissant. La boulangère, en se retournant, reconnut le visage du raton sur l'affiche qu'avait posée la police quelques minutes auparavant. Effrayée, elle prit son téléphone et composa le numéro. Ce brigand n'allait pas s'en tirer ainsi. Paniqué, Hervé prit ses jambes à son cou et sortit en vitesse du magasin. La police circulait dans la ville, mais celui-ci était bien décidé à leur échapper à nouveau. Il entra dans un salon de coiffure où une cliente et la gérante s'y trouvaient. Lorsqu'elles se retrouvèrent nez à nez avec Hervé, vêtu de sa tenue de prison, elles prirent peur et se réfugièrent derrière le fauteuil. Hervé s'en alla en courant. Il poursuivit son chemin en s'éloignant de la ville. C'était bien trop risqué de se promener s'il était tant recherché. Le soir tombé, il aperçut un cirque qui allait commencer sa représentation. Il entra dans le chapiteau. Un numéro venait de commencer. Il regarda quelques instants. Et il pensa ne pas trouver d'aide ici et poursuivit ainsi sa route. En sortant du chapiteau, il passa devant l'enclos d'Ivan, l'éléphant. Pauvre petit éléphant, il semblait si triste d'être enfermé. Il ouvrit l'enclos et l'éléphant en sortit. Ils prirent tous les deux la route. Ils marchèrent un moment jusqu'à arriver sur une plaine. Les hélicoptères volaient au-dessus des deux compères. Au poste de police, la tension se faisait nettement ressentir. Et partout dans la ville, on cherchait le fameux fugitif. Et pendant ce temps, les deux amis avaient rejoint la mer pour profiter de ces belles journées. Ils étaient devenus inséparables. Ivan, l'éléphant, partait quelques heures récupérer le repas du soir. Des glands fraîchement tombés de l'arbre. Ivan et Hervé comptaient bien rester dans ce petit paradis qu'ils avaient tous deux dégoté. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourait le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'en trouvait aucune qui fût vraiment authentique. À chaque fois, il manquait quelque chose. Il était vraiment déterminé à n'épouser qu'une véritable princesse. Il finit donc par rentrer chez lui très triste et au grand désespoir de sa mère, la reine. Un soir, un terrible orage éclata. La foudre et le tonnerre s'alternaient sans interruption et il pleuvait fort. Alors que le prince et sa mère soupaient au beau milieu de cette tempête, quelqu'un frappa à la porte du château. On vint ouvrir. Derrière la porte se trouva une pauvre fille. On la fit rentrer et on la réchauffa en allumant un bon feu de cheminée. Puis on la convia à table. Et on lui demanda enfin qui elle était. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle prononça qu'elle était princesse. C'est ça, et moi je suis le roi, se moqua le commis. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit, mais je suis une véritable princesse. Devant l'insistance de la jeune inconnue, la servante en chef décida d'en avertir la reine et le prince. On amena bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince était là. Dès qu'il la vit, si belle malgré ses vêtements en loques, il en tomba aussitôt éperdument amoureux. « Mère, je l'aime et je veux en faire mon épouse. »« Quoi ? Tu veux épouser cette souillon ? Il n'en est pas question. »« Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. »« Tu prétends être princesse ? » dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. Et comment vérifier que tu dis la vérité ? Tout en réfléchissant, la reine continua d'observer la jeune fille. Il lui vint soudainement une idée. « Nous verrons cela demain, jeune fille. Tu tombes de sommeil. Nous allons te préparer une chambre. » La reine invita la prétendue princesse à prendre un bon bain chaud. Puis, elle fit préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit, sans matelas moelleux. Elle glissa en cachette un petit pois tout en dessous. « Bonne nuit, princesse. » En croisant le prince dans les couloirs du château, elle lui dit « Une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit pois que j'ai glissé, même en dessous de 100 matelas. Nous en saurons la vérité. » Et le lendemain matin, au petit déjeuner, la reine et le prince, impatients, virent arriver une jeune fille très belle dans des vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Elle était magnifique et le prince en tomba définitivement sous son charme. « As-tu passé une bonne nuit sous notre toit ?» demanda la reine. « Je vous remercie de votre hospitalité, » balbutia la princesse. « Mais pour vous dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos. »« Mais alors tu es une vraie princesse ?» s'exclama la reine. « Ma princesse au petit pois » ajouta le prince. « Veux-tu m'épouser ?» Elle était si heureuse d'avoir trouvé son prince. Et quelques mois plus tard, ils se marièrent, puis eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre qui habitait une forêt, accompagné d'un cerf,
d'un raton laveur, d'un écureuil et d'une tortue. Le lièvre se vantait constamment d'être l'animal le plus rapide de la forêt. Tous les animaux de la forêt avaient tenté de vaincre sa rapidité en le défiant sur un parcours de vitesse. En vain, celui-ci finissait toujours le premier. Un beau jour, alors que le lièvre sortait de sa tanière pour profiter du soleil, il aperçut sa voisine. La tortue s'en allait en promenade. Il se moqua d'elle et se mit à rire de sa lenteur. « Mais que tu es lente, chère tortue. Je crois qu'il n'y a pas d'animal plus lent que toi. » La tortue avait l'habitude d'ignorer ses remarques, mais aujourd'hui, elle fut agacée par ses bêtises. Elle lui répondit que si c'était ce qu'il pensait, alors elle ferait la course avec lui, afin de voir qui sera le plus rapide des deux. Le lièvre partit s'en amuser et accepta bien volontiers le défi. « Une course avec toi ? Ce ne sera pas une course, mais un jeu d'enfant. Rendez-vous demain matin devant le grand chêne, qui sera notre ligne de départ. » Les animaux de la forêt ouïrent dire que Madame la tortue défierait le lièvre le lendemain. Ils étaient timidement sceptiques à l'idée qu'elle gagne la course. Et le jour suivant, au petit matin, on annonça aux habitants de la forêt que c'était le jour de la course. Le lièvre et la tortue se rendirent devant le grand chêne, lieu de départ. Le lièvre était si confiant qu'il se pavanait et dansait devant la foule. Le signal ne tarda guère. 3, 2, 1... Partez! Les deux commencèrent à courir. Le lièvre courut aussi vite que l'éclair. Et lorsqu'il ne vit plus la tortue derrière lui, il ralentit le pas. Il n'était absolument pas pressé. Il était tellement sûr de gagner. C'était de loin le plus rapide de la forêt. Il sauta ainsi dans les champs et dégusta un trèfle tendre. Comme il ne voyait toujours pas Madame la tortue arriver, il décida de se reposer quelques instants le long de la route. Il ferma les yeux et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue continuait son chemin. Elle savait que sa démarche était lente. Elle avançait un pas à la fois, fixait la route et ne s'arrêtait pas. Elle passa devant le champ où le lièvre s'était endormi et le dépassa. Elle persévérait et ne lâchait rien. Elle passa la plaine au pommier et poursuivit sa route. Et quelques longues minutes plus tard, le lièvre se réveilla en sursaut. Il s'aperçut qu'il était loin, bien loin derrière la tortue. Il s'élança à toute vitesse vers la ligne d'arrivée. Madame la tortue était juste devant lui, mais il était trop tard. Elle venait tout juste de passer la ligne d'arrivée et de remporter ainsi la course. Les animaux de la forêt n'en revenaient pas. La foule se mit à danser. Le lièvre arriva, il se sentait humilié. Le lièvre avait compris que la tortue avait été patiente et persévérante. Il se rendit compte aussi que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Depuis ce temps, le lièvre ne se moqua plus jamais de la tortue et ils devinrent même de très bons amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le professeur et la grotte préhistorique. Il était une fois un professeur de sciences qui était passionné par son métier. Il aimait préparer des potions et tester de nouvelles inventions. Mais il en pinçait par-dessus tout pour les grottes préhistoriques. Un
beau jour, il sortit de chez lui et se décida. Il allait faire la randonnée d'un grand volcan éteint depuis des millions d'années. Ni une ni deux, il sauta dans sa voiture et partit à l'aventure. Il était enfin arrivé au point de départ de la randonnée. Il regarda à nouveau la carte et il s'élança sur le sentier. Oh, qu'il était beau et grand ce volcan! Mais alors qu'il le contemplait, un bruit sourd se fit entendre. Il entrait tout à coup en éruption. De la lave en sortit et le professeur se mit à courir. Le voilà sain et sauf. Il arriva dans une clairière. Et s'il installait sa tente ici pour la nuit? Il s'empressa de la monter et sortit son télescope. Il pourrait ainsi voir les étoiles car le ciel était bien dégagé ce soir. Une pluie d'étoiles l'émerveilla. Quel spectacle! Il zooma un peu plus avec son télescope. Mais que voyait-il là? Une planète! Soudainement, il entendit du bruit venant de la forêt. Oh, un hibou! Le professeur le salua et comme il se faisait tard, partit se coucher. Le lendemain matin, il quitta la clairière pour poursuivre sa route. Il arriva proche d'une grande rivière et aperçut une barque sur la rive. Il grimpa dessus et se laissa porter par le courant. Alors que le cours d'eau se rétrécissait au fur et à mesure de son avancée, il convenut de poursuivre sa découverte à pied. Oh, un barrage! Ce bâtiment permet de réguler le débit de l'eau. Il en avait déjà vu dans les livres. Et il continua sa route. Il arriva devant l'entrée de ce qui pouvait sembler une grotte. Il se munit de sa lampe de poche et entra à l'intérieur. Ce qu'il découvrit fut incroyable. Il y avait de nombreuses peintures préhistoriques, de nombreux dessins représentant chasse, animaux et habitants durant cette période. Il cessa de bouger un instant alors qu'il entendait un bruit. La grotte allait s'écrouler. Il prit ses jambes à son cou et sortit à toute vitesse. Sous ses yeux, la paroi de la grotte se décrocha et s'écroula au sol jusqu'à en obstruer l'entrée. Aussitôt rentré chez lui, il accourut et prit son téléphone. Il appela Monsieur le maire et lui conta toute l'histoire. Dépêchés sur place, ils firent venir tractopelles et engins de chantier afin de désencombrer l'entrée. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la grotte, ils furent tous fascinés par la beauté de ces peintures. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elles dataient de milliers d'années. Le musée de la ville fit une belle place pour les objets trouvés dans la grotte. Et le professeur fut chaleureusement remercié d'avoir trouvé ce petit précieux, qui aurait pu être tenu secret encore de nombreuses années. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le vilain petit canard. Il était une fois, à la campagne, une petite ferme paisible où vivaient un fermier et son chien. Le vieil homme avait dans cette ferme une canne et un canard.
Celle-ci couvait ses œufs sur un nid douillet. Ils attendaient la venue de leur petit avec impatience. Il y avait 4 œufs, dont un bien plus gros et gris que les autres. Soudain, elle entendit de petits craquements. Chacun leur tour, ils se mirent à éclore et en laissèrent sortir 3 canetons d'un jaune éclatant. Seul le dernier œuf, le plus gros et le plus gris, était toujours intact. La canne en eut assez de couver, mais elle continua et quelques jours plus tard, un bruit se fit entendre. La coquille se fissura doucement pour y laisser place à un caneton gris, laid et bien plus gros et grand que ses frères et sœurs. En découvrant la fratrie ainsi que sa maman, le petit tenta de se blottir aussitôt entre ses pattes. La canne décida d'emmener ses petits jusqu'au lac. Les 3 petits canetons jaunes suivaient leur mère de près. Ils faisaient la fierté de leur maman. Les voici qui se jetaient à l'eau. Mais le vilain petit canard, tout gris, avait du mal à suivre la cadence. La famille se laissait porter par le courant sans même l'attendre. Ils allaient bien trop vite pour lui. Petit à petit, il se sentit exclu de sa famille. Un beau jour, alors qu'ils étaient en promenade, il prit son courage à 2 mains et décida de les laisser s'éloigner. Sans même se retourner, les 3 petits canetons et leur maman continuèrent leur chemin. Le vilain petit canard arriva jusqu'à un point d'eau. Il se sentait si seul, il s'allongea sur le sol, épuisé. Quelques larmes se mirent à couler. Lorsqu'au loin, il entendit du bruit. 2 oies sauvages volèrent au-dessus de lui, hélas, sans même prêter un regard au vilain petit canard. La nuit était humide et sombre, mais bien heureusement, la pluie finit par cesser. Et le lendemain matin, alors que le soleil fit de nouveau son apparition, il s'avança près du lac. Il y poussa les fougères et quelle surprise! 2 superbes cygnes dont il admirait la beauté. En s'approchant de la berge pour les voir davantage, il aperçut alors son reflet dans l'eau. Il n'était plus un caneton gris et vilain. Le gros œuf que couvait la canne était en réalité un œuf de cygne. En grandissant, il avait perdu son plumage de naissance. Celui qui ne ressemblait pas à ses frères et sœurs était donc devenu un magnifique oiseau blanc. Il sauta à l'eau et les cygnes l'accueillèrent avec joie. Moqué lorsqu'il était petit, l'oiseau était désormais admiré de tous. Jamais je n'avais rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard, se dit-il. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Noah, le chanteur célèbre. Il était une fois, Noah, un chanteur qui habitait une petite maison dans un village. Et comme tous les vendredis soirs, Noah se préparait pour animer le pub du quartier. Il quitta donc son domicile, tout excité à l'idée de faire sa représentation. Noah adorait chanter et il aimait par-dessus tout rejoindre ses amis pour partager un moment avec eux. Le voilà qui entre en scène. Tous les villageois le connaissaient bien et aimaient l'écouter chanter. Ils partageaient ensemble quelques heures magiques. Mais ce soir-là, à la sortie du pub,
une dame s'approcha de lui. Elle trouvait qu'il chantait divinement bien. Elle lui promit de le rendre célèbre et de le faire chanter dans les plus grandes salles du pays. Son rêve allait enfin devenir réalité. Les jours suivants, Noah enregistra son premier morceau dans un studio. Les gens affluaient. Il arriva dans une belle voiture avec chauffeur et on lui déroula le tapis rouge. Puis les représentations s'enchaînèrent. Aussitôt le morceau enregistré, il s'empressa de filer en salle de concert. Des milliers de fans l'attendaient. Noah était aux anges. Toutes ces personnes l'admiraient et lui trouvaient un talent indéfini. Il était si reconnaissant de tout cet amour. Les jours suivants ne furent pas de tout repos. Encore et toujours des concerts et festivals. Un beau jour, il donna concert en plein air. Toujours autant de monde avait fait le déplacement et la foule s'enjailla. Il était devenu célèbre. Lorsqu'il fit enfin seul et qu'il eut un moment de répit, il se posa en terrasse en haut de son hôtel afin d'y admirer la vue. Et il se mit à réfléchir un instant. Ces dernières semaines, il n'avait pas arrêté. Il enchaînait les représentations et n'eut point le temps de penser. Il réalisa que ses amis lui manquaient et le petit pub où il avait été repéré. Il avait une vie tellement simple mais était heureux, entouré de gens qu'il aimait. Et le lendemain, en gare, le train qui faisait le trajet en direction de son village se préparait à partir. Il s'empressa de monter dans celui-ci avant que les portes ne se referment. Et il finit sa route en taxi. Celui-ci le mena jusqu'au pub où il avait l'habitude de se rendre les vendredis soirs. Il y entra. Lorsqu'il arriva, ses amis étaient là. Régine la serveuse se retrouva nez à nez avec lui et le reconnut. Quelle belle surprise! Noah était de retour. Il passa la soirée avec ses amis et une chose était sûre, il ne les quitterait plus jamais. Lorsqu'il rentra chez lui, il s'installa dans son canapé. Son chez lui avait tellement manqué. Il prit alors sa guitare pour jouer un morceau. Le bonheur, il était là, dans les choses simples de la vie. Noah était heureux et comptait bien continuer de chanter pour son village les vendredis soirs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Peter Pan. Il était une fois 3 enfants habitant une belle maison dans une grande ville. Wendy, l'aîné de la famille, et ses 2 jeunes frères, Jean et Michel, dormaient dans la même chambre. Tous les soirs, elle racontait à ses frères les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Elle était convaincue que ce personnage existait et elle en avait la preuve dans le tiroir de sa commode. Par une belle nuit, alors que les enfants dormaient paisiblement, Peter Pan vint discrètement leur rendre visite. Il entra dans la chambre, mais celui-ci fut rapidement poursuivi par Nana, la chienne de la famille. En partant, il oublia son ombre. Un soir, les parents des 3 enfants étaient de sortie. Nana étant dans sa niche située dans le jardin, Peter Pan vint récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette. Mais Wendy et ses frères se réveillèrent et le trouvèrent dans leur chambre. Le garçon dit alors «
Bonsoir, je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. Peter Pan donna de la poussière de fée à Wendy et ses frères. À cet instant, tout le monde s'envola par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Wendy et ses frères arrivèrent sur une belle plage, mais furent rapidement pris pour cible par les canons du bateau du capitaine Crochet. Le capitaine détestait Peter Pan depuis qu'il lui avait coupé la main et l'avait donné à manger au crocodile. Depuis, l'animal poursuivait inlassablement le capitaine Crochet afin de le manger tout entier. Les héros coururent se mettre à l'abri au repère des enfants perdus. Et le jour suivant, Wendy et Peter Pan marchèrent en promenade et rendirent visite à des sirènes. Quant à Jean et Michel, ils s'amusaient au repère des enfants perdus avec Lily la tigresse, la fille du chef. Mais le matin suivant, Lily la tigresse avait disparu. Les enfants enfermèrent Jean et Michel pensant que Peter Pan avait enlevé Lily la tigresse. De l'autre côté de l'île, Lily la tigresse était enfermée dans la cale du bateau du capitaine Crochet. Peter Pan décida donc de s'y rendre, jeta le capitaine à la mer, qui fut pourchassé par le crocodile. Puis il libéra la petite fille. Il retourna au village des enfants et organisèrent alors une grande fête. Mais il était à présent temps pour Wendy et ses frères de rentrer chez eux. Au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrèrent à la maison. Ils arrivèrent dans la chambre de leurs enfants et les trouvèrent tous endormis. Au moment d'aller se coucher, Wendy réveillée arriva. Elle raconta à ses parents avec beaucoup de détails le long voyage qu'elle venait de faire avec ses frères. Les parents finirent par croire en l'existence de Peter Pan. Et depuis ce jour, ils décidèrent alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Petit Pierre se perd. Il était une fois un petit garçon que l'on prénommait Petit Pierre, qui habitait une grande maison avec sa famille. Petit Pierre était le petit dernier de la fratrie. Il y avait Michel, la plus grande, Jean dit la malice et Annie la rêveuse. Un beau jour, Petit Pierre jouait comme à son habitude dans le salon. Du haut de ses 5 ans, il avait déjà hâte d'être grand. Il rêvait de faire comme sa sœur aînée, devenir autonome et responsable. Alors que sa maman avait terminé de nettoyer les vitres, il l'interpella. Lors du petit déjeuner, ses parents s'étaient rendus compte qu'il n'y avait plus de lait pour demain matin. Et comme Petit Pierre avait vraiment envie de se rendre utile, il demanda s'il pouvait aller chez le laitier seul. La mère de famille réfléchit un moment, puis accepta finalement. Ce ne fut pas sans rappeler les règles et la direction à prendre pour se rendre chez ce fameux laitier. En sortant de la maison, tu iras à droite, Petit Pierre, et le magasin du laitier sera face à toi. Petit Pierre était si excité à l'idée de faire sa première sortie seul. Et il se voyait déjà revenir avec sa bouteille de lait, ses parents si fiers de lui. Il claqua la porte et s'en alla.
en sortant de la maison, il se posa la question. Était-ce à droite ou à gauche? Cela doit être à gauche. Il en était quasiment sûr. Et il se mit à marcher. Il marcha un moment et traversa un chantier. Ce décor ne lui disait rien du tout. Il poursuivit son chemin. Et il marcha si longtemps, jusqu'à arriver dans un parc qui ne lui était absolument pas familier. Il n'était jamais venu ici auparavant. Une chose était sûre, Petit Pierre était perdu. Il se mit alors à pleurer à chaudes larmes. Lorsque tout à coup, il entendit des pas venir à lui. Une vieille dame approcha. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, seul. Mais Petit Pierre était si triste qu'il lui était impossible de répondre. La vieille dame décida de se rendre au commissariat de police en sa compagnie. Et lorsqu'ils arrivèrent, il fut très bien reçu par un policier qui lui posa quelques questions. Comment s'appelait-il? Où habitait-il? Mais Petit Pierre ne savait répondre que son prénom et qu'il habitait une grande maison. Ces petits détails ne donneraient pas grand-chose. Les policiers étaient dans une impasse. Et comme il était l'heure de déjeuner, la vieille dame proposa de l'emmener manger au restaurant, juste en face du poste de police. Ce qu'ils firent. Petit Pierre était affamé. Il dévora son assiette et prit une glace en prime pour le dessert. Et pendant ce temps, les parents de Petit Pierre l'attendaient pour déjeuner et commençaient à s'inquiéter. Il fallait à peine 3 minutes pour se rendre chez le laitier. Le petit aurait dû revenir depuis bien longtemps. Ils envoyèrent Michel et Jean au magasin où Petit Pierre aurait dû se rendre. Et en discutant avec le commerçant, ils apprirent que celui-ci ne s'était jamais rendu jusque-là. Les parents de Petit Pierre se rendirent alors au poste de police. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils furent soulagés d'apprendre que leur fils avait été retrouvé. Ils le retrouvèrent au restaurant avec la vieille dame qui l'avait recueilli. Et une fois rentré à la maison, Petit Pierre raconta son succulent repas à ses frères et sœurs. La fratrie était bien envieuse car si inquiets, ils en sautèrent le repas du midi. Petit Pierre avait néanmoins appris la leçon. Il se souviendra dorénavant de son nom, son prénom ainsi que son adresse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Philibert, le mouton fermier. Il était une fois un mouton nommé Philibert qui avait une ferme perdue dans la campagne. Philibert était fermier. Il vivait seul, travaillait dur et n'avait pas beaucoup d'argent. Il se levait très tôt le matin. Et il prenait son petit déjeuner. Il se rendait ensuite au sous-sol pour faire nettoyage et bricolage. Il accordait un peu de temps à ses fleurs qu'il affectionnait particulièrement. Une fois ses tâches ménagères accomplies, il filait au champ travailler la terre. Philibert cultivait de nombreux légumes tels que courgettes, carottes, navets, pommes de terre et aubergines. Il avait également un immense verger où il entretenait pommiers et cerisiers. Les journées étaient ainsi rythmées par son travail. Et comme tous les samedis matins, il se levait et chargeait son camion. Aujourd'hui était jour de marché. Il allait enfin pouvoir vendre ses produits. Il passa devant un champ. Il n'avait jamais vu ce cheval dans ce pré jusqu'à présent. Qu'il était beau au galop! Le cheval s'approcha et Philibert lui donna quelques pommes. Sur la clôture,
il y avait une pancarte. Il pouvait y lire le prénom Étoile. Puis il poursuivit son chemin. Le marché battait son plein. Une fois terminé, il plia bagages et rentra chez lui. Lorsqu'il vint à nouveau le jour du marché, il chargea machinalement son camion et fit la route. Le cheval était toujours présent dans son pré. Ce qui étonna Philibert, c'est qu'il n'y avait pas de maison aux alentours et Étoile ne semblait être à personne. Il lui offrit généreusement quelques pommes et il reprit la route pour le marché. Mais un beau jour, il se mit à pleuvoir. Et Philibert ne cessait de penser à Étoile. Celui-ci n'avait pas de maison pour s'abriter. Il allait grandement se mouiller. Une fois la pluie cessée, il décida de couper les arbres devant chez lui et de charger son camion. Étoile l'attendait. Philibert lui construit un superbe abri pour les prochaines pluies. Étoile semblait si reconnaissant. Il lui installa une baignoire pour pouvoir s'abreuver et il fit chemin retour. Mais le lendemain matin, lorsque Philibert se rendit au potager, il eut une terrible vision. Par ce temps de pluie, toutes ses cultures avaient été détruites. Il n'avait plus aucun légume à vendre au marché. Il se rendit au verger. Les résultats étaient désolants. Il ne restait que quelques pommes accrochées à l'arbre. Bien que Philibert n'eût pas beaucoup d'argent et plus aucun légume, il ne cessait de penser à Étoile, son nouvel ami. Il décida d'emporter les 3 pommes restantes et de le lui donner. Et le lendemain, alors qu'il s'occupait de ses fleurs, il entendit frapper à la porte. Lorsqu'il ouvrit, une dame fort élégante se présenta à lui. Elle était la riche propriétaire d'Étoile. Elle expliqua être tombée soudainement malade et ne pas avoir pu être présente les jours précédents. Elle était si reconnaissante de la générosité de Philibert. Et en guise de remerciement, elle offrit au fermier un immense tracteur stationné devant la maison. Elle lui remit également de nouveaux plants de tomates, car elle avait appris que la pluie avait ravagé la région. Philibert se sentait tellement aimé. En s'occupant d'Étoile, il n'avait jamais pensé être si bien remercié. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Simon et le livre magique. Il était une fois un petit garçon nommé Simon qui habitait une petite maison avec ses parents. Il aimait jouer dehors, profiter de l'été et des papillons dansant autour de la maison. Mais ce jour-là, son papa lui réserva une sortie bien particulière. Ils iraient tous deux à la bibliothèque de la ville afin de choisir un livre à emprunter. Quelle joie pour Simon qui adorait les histoires. Les voilà tous deux en marche pour cette sortie tant attendue. Arrivés dans l'enceinte du bâtiment, ils cherchèrent l'entrée. « C'est par ici !» Ils s'avancèrent joyeusement. Le papa de Simon avait déjà choisi son livre. Il s'installa et commença à bouquiner. Il faudrait un peu plus de temps pour le petit garçon pour choisir. Il s'avança dans une des allées de la bibliothèque en quête d'un livre qui pourrait le transporter dans un univers magique. Mais que voyait-il là, en haut d'une des étagères? Il y en a un qui l'intriguait. Il était de couleur or, avec un dragon en couverture. Mais le livre était bien trop haut pour le jeune garçon. Il poussa la pile de livres afin de monter dessus et de l'attraper. Et lorsqu'il toucha le livre, il fut pris d'un frisson qui l'envahit.
Il fut alors transporté sur une plage où se trouvaient un seau et une pelle. Et s'il faisait un château de sable, le soleil tapait fort et le vent lui caressait le visage. Lorsque tout à coup, il entendit un chant doux et mélodieux. Il regarda au loin. Des sirènes. Simon n'en revenait pas. Il se décida à longer la mer pour s'en approcher. Il marcha un moment jusqu'à arriver proche de rochers qui obstruaient l'horizon. C'est alors qu'il entendit un bruit. Tout à coup, une immense créature fit son apparition. Un dragon. Simon courut aussi vite qu'il le put. Il quitta la plage et aperçut des habitations au loin. Il décida de s'en approcher. Oh, un château! Il avait tellement hâte d'y pénétrer. Il s'avança un peu plus jusqu'à l'entrée. Lorsqu'il se retrouva devant, les portes s'ouvrirent. Il y pénétra. 2 gardes l'attendaient avec une princesse. Il était fou de joie. La petite fille se présenta à lui. Elle s'appelait Princesse Aurore et elle semblait l'attendre depuis un moment. Elle sortit doucement de sa poche un écu et le lui remit. Au contact de la pièce, Simon se sentit transporté. Il rouvrit les yeux. Il était à présent dans les nuages, sur un balai magique. Waouh, il était stupéfait. Voler était un de ses plus grands rêves. Lorsque tout à coup, un son. Simon, Simon! Le petit garçon se réveilla subitement. Dans la bibliothèque, le livre au dragon à terre. Son papa l'avisa qu'il était temps de rentrer à la maison. Avant de se coucher, Simon s'empressa de conter son fabuleux voyage à ses parents. Quelle imagination, pensèrent son papa et sa maman en quittant sa chambre. En bougeant son oreiller, Simon y trouva dans son lit le fameux écu d'or remis par la princesse. Il en était sûr. Son voyage semblait si réel qu'il s'endormit en s'imaginant pouvoir un jour retourner dans ce monde magique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Sophie et la magie de Noël. Il était une fois le jour de Noël. Dans les rues, le monde affluait. Chacun n'avait qu'une idée en tête, rentrer au plus vite à la maison, préparer ce magique événement. Tel était le cas de Sophie et sa maman, enfin arrivées à destination. Sophie s'empressa de pousser la porte du domicile afin d'y décorer le sapin. Elle y accrocha ainsi des boules de Noël et quelques guirlandes. Elle n'oublia pas de servir un grand verre de lait et quelques biscuits pour le Père Noël. Celui-ci allait sans doute être fort fatigué lors de sa tournée, et trouver quelques friandises lui redonnerait de l'énergie. Puis, elle se dirigea dans le jardin pour y façonner un énorme bonhomme de neige. Lorsqu'il fut le temps de rentrer, son papa était en cuisine, en train de concocter un bon repas. Elle le regarda cuisiner un moment et n'avait qu'une envie, dévorer le gâteau au chocolat prévu pour le dessert. À table, le repas fut divinement bien servi, tel un service 4 étoiles. La fameuse dinde cuite au four fut un réel succès. Toute la petite famille se régalait. À la fin du repas,
Le papa de Sophie l'appela dans le salon. Il réfléchit un instant. Il manquait quelque chose à cette magnifique décoration. Les chaussons à mettre sous le sapin. Ni une ni deux, Sophie s'empressa de les déposer avant d'aller se coucher. Elle s'endormit si vite en souhaitant que le Père Noël passe avant toute chose par sa maison. Après tout, la petite fille avait été très sage. La nuit fut douce et paisible. De l'autre côté du globe, on s'affairait à la tâche. Les reines attendaient patiemment que l'emballage des présents se fasse pour passer à l'action. Heureusement, les lutins étaient très bien organisés. Ils emballaient minutieusement les jouets des enfants pour qu'ils soient fin prêts pour le voyage du Père Noël. La cadence était intense. Les lutins travaillaient d'arrache-pied. Les noms des enfants devaient être méticuleusement indiqués sur chaque cadeau, suite aux nombreuses lettres reçues. C'est ainsi que le dernier cadeau fut emballé. Le traîneau du Père Noël était fin prêt. Le voyage allait commencer. Le Père Noël s'envola pour une distribution qui dura toute la nuit. C'était le matin. Sophie fut réveillée par la lumière du jour. Elle passa par la cuisine pour rejoindre le salon. Elle n'en revenait pas. De nombreux cadeaux l'attendaient. Et le Père Noël avait goûté à ses biscuits et son verre de lait. Sophie fut énormément gâtée. Et une chose était sûre, elle tâchera d'être à nouveau très sage pour l'année prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!